Si vous cherchez à savoir si vous devez continuer à tracer des lignes sur un graphique pour performer dans le trading, alors vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Sylvain Lemaire, je suis un expert de l'analyse technique. Mais je suis aussi un expert du trading parce que ça fait plus de 28 ans que je travaille dans les marchés financiers. Et dans les marchés financiers, j'ai testé et traité à peu près toutes les techniques de trading qui existent. Alors, est-ce que l'analyse technique à elle seule va vous suffire et va vous permettre de gagner structurellement et continuellement de l'argent? La réponse est très probablement non. Est-ce que l'analyse technique est un outil qui performe, qui va vous aider? La réponse est oui. Est-ce que vous devez maîtriser des techniques d'analyse chartiste? La réponse est oui. Mais est-ce que l'analyse chartiste à elle seule va vous permettre de comprendre les marchés financiers et donc va vous permettre de capturer les tendances, de capturer l'alpha, comme on dit dans les marchés financiers, de façon structurelle, de façon permanente et de façon sereine? La réponse est non. Et non, tout simplement, et je vais vous expliquer en une phrase pourquoi. Les marchés financiers dépendent avant tout des politiques macroéconomiques et des politiques fiscales qui vont influencer sur les valorisations attendues par les opérateurs financiers. L'analyse fondamentale et l'analyse macroéconomique va vous permettre de comprendre dans quel cycle économique les marchés financiers évoluent et va vous permettre de comprendre quel type de technique de trading va pouvoir performer le mieux en accordance avec le cycle économique qui prévaut à un instant T. C'est urgent de comprendre ce point, car continuer d'utiliser des techniques chartistes qui ne sont pas en adéquation avec les conditions de marché dans lesquelles vous évoluez, vous condamne à rester encore longtemps loin d'une rentabilité constante dans votre portefeuille et dans votre activité de trading. Petite parenthèse, avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je partage chaque semaine le plus clair de mon expérience et je partage aussi mon analyse et des news de marché qui affluent quotidiennement sur les écrans. Ce sont des news auxquelles j'ai accès d'un point de vue institutionnel, car je suis encore un trader, en tout cas un professionnel des marchés toujours en activité, qui a accès à une information de qualité pertinente de façon quotidienne. Pour commencer cette vidéo, il est important de se poser la bonne question. L'analyse technique est-elle un outil performant ou une forme d'astrologie des marchés financiers? Comme j'ai pu l'évoquer, après 28 ans d'expérience dans les marchés financiers, dans des grandes institutions financières internationales, je vais vous donner mon avis basé sur mon expérience. Et pour aller encore plus loin, on va analyser le verdict de 4 professionnels des marchés qui ont tous évoqué un avis sur l'analyse technique. Évidemment, en conclusion, je vous donnerai le mien, qui est très certainement extrêmement intéressant, puisque encore une fois, et je vous le répète, j'ai un avis très critique sur l'analyse technique, malgré le fait que je suis un expert de cette méthode de trading. Pour attaquer, on va commencer par l'avis de Corvin Cordula, ancien hedge fund portfolio manager et trader systématique chez JP Morgan. Son constat est très simple. Dans le trading institutionnel, c'est-à-dire dans les trading professionnels, dans les grosses salles de marché où on gère des grosses sommes, en tant que tel, l'analyse chartiste subjectif en tant que tel est totalement inutilisable. Les raisons, elles sont simples. Premièrement, il est extrêmement difficile, voire impossible à coder et donc à backtester d'un point de vue scientifique. Et si un algorithme ou le plus débutant des traders ne peut pas répliquer à 100% la stratégie sans marge d'erreur, alors cette stratégie est inutilisable et n'a aucun sens, car elle n'est pas scientifique et c'est seulement de la spéculation basée sur la subjectivité, c'est-à-dire sur l'interprétation. Voyons maintenant son point de vue en vidéo. Some of them love it and some of them hate it, and I think you have to really specify what you mean by technical analysis. If technical analysis means optically looking at the chart and looking at heads and shoulders and stuff like that, it becomes very difficult to test. You see, you might look at this today and see it's a heads and shoulders, and in 5 years' time you might see something completely different, maybe a cup with handle. What influenced you to make those choices, you can't determine, you can't test. So as long as the thing isn't, you can't write it down as a set of rules that, you know, even a guy that doesn't speak English and sits in Mongolia can replicate, then it's not useful. There's obviously another set of people that say, well, it's more of an art than a science. And hey, if they make money, who am I to deny another poker player's place in the sun, yeah? So ultimately, that's the really great thing about trading. Regardless of how you manage to get that black number at the end of the year, that's ultimately all that matters. Maintenant qu'on a vu cette vidéo et l'avis de Corvin, voici mon avis sur ce qu'il vient de dire, ce que vous venez de voir. Tout d'abord, je rejoins totalement l'avis de cet ancien trader de chez JP Morgan. Lorsque l'on fait du trading systématique, si l'on ne peut pas backtester scientifiquement avec aucune marge d'erreur, cela veut dire que la stratégie n'est inutilisable en tant que telle. Elle ne sert strictement à rien. Les marges d'erreur sont trop fréquentes dans le trading. Une simple marge d'erreur peut amener votre stratégie à être jetée à la poubelle en tant que telle dans son intégralité. Chaque détail importe et compte. Vous n'avez même pas idée à quel point chaque détail
sont importants. Et pour backtester efficacement, il faut impérativement un ensemble de règles spécifiques, claires et détaillées. La réalité, c'est qu'on ne peut pas backtester une sensation ou une émotion. Le trading systématique est basé sur la réplicabilité des trades, donc la réplicabilité des règles de trading. Celles-ci sont basées sur des datas qui doivent être fiables et réplicables par tous. Mon verdict, c'est que si c'est du feeling, c'est de la spéculation et ce n'est pas transposable dans la durée. Le résultat final est certes tout ce qui compte, mais le processus doit être valide, doit être vérifiable. En conclusion, pour rejoindre et peut-être amener un avis un petit peu plus critique, voire extrêmement cynique sur l'analyse technique et surtout sur son côté systématique, sur son côté systématisable, laissez-moi vous donner un exemple extrêmement précis et concret, un exemple que vous avez sous les yeux. Je vais vous parler du Standard & Poor's 500. Le même actif, la même technique, mais appliquée à deux espaces-temps différents. On prend l'actif, le sous-jacent, le Standard & Poor's 500, les 500 plus grosses valeurs américaines, donc c'est coté dans un indice qui s'appelle le Standard & Poor's 500. Je fais de l'analyse technique de tendance. Pour analyser une tendance, je vais prendre une moyenne mobile. Une moyenne mobile courte va analyser une tendance courte. Elle va réagir très vite au changement de tendance. Et une moyenne mobile plus longue, elle, va réagir au mouvement de tendance un peu plus longue. Donc, si la tendance se met à se décaler très vite, la moyenne mobile courte va décaler plus vite que la moyenne mobile longue. L'exemple que vous avez sous les yeux sur Standard & Poor's 500, j'ai pris deux moyennes mobiles, 20 jours et 60 jours, en base logarithmique, c'est-à-dire qu'elles vont s'adapter plus vite aux dernières données. La première période, d'1 an et demi, un peu moins de 2 ans, vous montre une tendance assez forte à la hausse sur Standard & Poor's 500. Comme vous le voyez, vous avez sous les yeux le graphique du nombre de trades gagnants, nombre de trades perdants, gain moyen par trade, perte moyenne par trade et le gain total cumulé sur cette période-là. C'est la courbe que vous avez sous les yeux. Structurellement, sur cette période-là, une période où le Standard & Poor's 500 ne fait que monter et accompagné de peu de volatilité, le modèle basé très simplement sur cet indicateur-là, quand la moyenne mobile courte passe par le haut, coupe par le haut la moyenne mobile longue, j'achète. Et quand la moyenne mobile courte passe par le bas, coupe la moyenne mobile longue par le bas, je vends. C'est un modèle qui est tout le temps investi, soit je suis long, soit je suis short sur le marché. Vous voyez que sur cette période-là, peu de trades, beaucoup de trades gagnants, peu de trades négatifs, mais un PNL cumulé qui ne fait quasiment que monter. Très compliqué de battre ce type de technique, ce type de stratégie extrêmement basique, complètement systématique. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez qu'à la programmer, vous appuyez sur un bouton, tout est fait. Vous stop lossez votre position longue quand ça passe par le bas, et quand ça passe par le bas, non seulement vous stop lossez, mais en plus vous passez short, et inversement quand ça passe par le haut. Maintenant j'applique la même technique, exactement le même modèle, les mêmes paramètres, au même sous-jacent le Standard & Poor's 500, mais 2 ans plus tard. Qu'est-ce que vous voyez? Vous avez sur le graphe sous les yeux une destruction de valeur de façon structurelle, puisque systématiquement ça perd. Vous voyez que le marché n'a pas de tendance, il y a un peu plus de volatilité. Qu'est-ce que l'on voit du Standard & Poor's qui est assez rangy, et donc on achète, on vend, on achète, on vend, on se fait sortir systématiquement du marché et cumulativement parlant, on ne fait que perdre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, il y a des périodes où l'analyse technique va structurellement gagner de l'argent et il y a des périodes où l'analyse technique va structurellement perdre de l'argent. J'ai pris cet exemple-là puisque là, c'est un modèle complètement systématique et je rejoins l'analyse de Corvin Cordula. À elle seule, l'analyse technique ne va pas permettre structurellement de gagner de l'argent puisque si on n'est pas capable de comprendre les conditions de marché dans lesquelles on évolue, on ne va pas être capable de choisir le bon modèle au bon moment. Là, on voit dans la première période que ça marche extrêmement bien parce qu'on est un marché très tendance, très momentum avec peu de volatilité. Dans la deuxième période, on a un marché sans tendance. Et là, votre modèle d'analyse technique de tendance, parce que dans l'analyse technique, il y a énormément de modèles différents, ne marche pas. Et donc, en tant que tel, un trader senior, un trader expérimenté doit savoir dans quelles conditions de marché on évolue pour être capable de prendre la meilleure technique possible d'analyse de marché. Et donc, c'est là où on rejoint l'analyse macroéconomique. Et vous le verrez dans toutes mes vidéos, chaque point de départ de mon analyse technique part avant d'analyse fondamentale macroéconomique parce que je veux comprendre à tout moment où on se situe dans le cycle économique. Et pour ça, il y a des façons de faire que je vais vous apprendre et qui vont vous permettre de définir quelle technique de trading il faut privilégier en fonction de votre analyse et de votre scénario macroéconomique. Maintenant, on va passer au deuxième avis, celui de David Paul, qui parle de piège de la liquidité. Alors David Paul, c'est pas n'importe qui, c'est un grand monsieur également. David Paul était directeur général chez VectorVest. VectorVest est une des plus grandes plateformes d'analyse actions et ETF du monde. Son constat est simple et très tranché. Les institutionnels achètent un niveau, c'est-à-dire une valorisation, pour obtenir le meilleur prix. Le retail, lui, attend en général une confirmation. C'est le dernier acheteur ou le dernier vendeur d'un mouvement. Les intervenants qui font les tendances, qui les initient et qui les font perdurer sont toujours les institutionnels. En règle générale,
les investisseurs retail, les particuliers, ont une information, ont une analyse a posteriori, une fois que le mouvement a déjà eu lieu. Maintenant, David Paul décrit le mécanisme du piège des marchés. L'institution ne va jamais chercher votre stop loss, ça ne l'intéresse pas. Elle sait que la liquidité de masse va se situer sur des niveaux extrêmes de marché. Elle va chercher à amener le marché sur ces niveaux-là pour exécuter et rentrer ou sortir ses positions. Ce que l'on appelle des liquidity grabs, des zones de liquidité, des zones de congestion. C'est là où la liquidité va être maximale et c'est là où une tendance va commencer à émerger, soit à la hausse, soit à la baisse. Maintenant, voyons son avis en vidéo. It's always looked upon as negative, certainly at the retail trader level. Institutional traders are taught from their first day that they buy good levels or they don't buy at all. Unfortunately, most retail traders will wait for some confirmation before they get in. That could be a candle pattern, could be a moving average cross, or whatever. Institutional traders will buy at the level. Now, most traders will put their stop loss a tick under the last low, and they will invariably put their stop loss at exactly where the institutional orders are. I think that institutional traders are just doing what institutional traders do, putting their entry points at very good levels. However, if you are trading at the institutional level, it's not always easy to get filled. At the retail level, if you want to buy 100 shares, you want to buy the pound against the dollar at a 5 or a point, you press the little button and you've got it. At the institutional level, it's not that simple, and you've got, on occasions, to actually generate the liquidity to get aboard. I don't think that anybody looks at where the stops are, but they will say to themselves, well, we know pretty sure that most of the stops will all be crowded around this obvious level. So they will bid the market at that particular level. All you need is one person to chicken out and the markets are going to go where the bids are, and all those people will be taken out. If you do not think long and hard about where you're going to put your stops, that you're going to find that you can quite easily die in a sea of stop losses. And here's an exercise for some people. The next time you're just about to put a trade on, you pick up something heavy and you just go poof. And then you write down on a piece of paper where you're going to buy and where you're going to put your stop loss. Don't buy it, but put an order in to buy it at where you're going to put your stop loss, and then just watch how many times the market goes to your order. Markets will go to the obvious stops most of the time. And one of my rules is that I want to put my entries where the masses put their stops. If you don't get in at a good level, there's nothing that upsets me more than a guy saying that this is a very risky trade, I'll use a tight stop loss. That's just rubbish, because you'll get stopped out over and over and over again. The stop needs to be where the stop needs to be. So if your entry is sloppy, then your stop loss is going to have to be a red bus away from where you got in at to give yourself a chance of staying in the move. The average true range will help with that. Most traders will look at a stop loss of 2.5 times the average true range or something like that. Nevertheless, if you want to get in with low stop losses at institutional levels, you've got to be brave. The institutional traders will use Fibonacci levels, they will use trend lines, they will use simple horizontal support and resistance levels to actually look for confluences to try and place their orders. Nothing clever, okay? Unfortunately, most retail traders, as I say, will look for some form of confirmation and their stop loss will then be too close and they'll get taken out in the noise. Maintenant que l'on a vu cette vidéo, je vais vous donner ma conclusion. Très clairement, c'est la différence cruciale entre un trader professionnel, institutionnel et un trader de retail. Il est possible d'arbitrer ce type de mouvement et se mettre dans les tendances, mais c'est extrêmement difficile. Je ne vous le conseille pas d'essayer parce que ça peut changer très très vite. Les conditions de marché, c'est quelque chose qui évolue très très vite. Si vous ne les comprenez pas, si vous ne savez pas ce qui est pricé par les intervenants, ceux qui font le marché, c'est-à-dire les grosses institutions financières, alors il est très délicat d'essayer d'arbitrer ce type de mouvement. Les gros intervenants, les grosses institutions que sont les banques, les asset managers, les mutual funds, ce sont ces institutions-là qui créent la liquidité dans le marché. C'est eux qui créent les tendances. C'est eux qui les font perdurer, c'est eux qui font en sorte que les tendances continuent. Ils vont atteindre des points parce que eux ont des ordres colossaux à passer dans le marché. De ce fait, il y a des périodes de faible liquidité où votre analyse graphique ne sert plus à rien. Vous allez traiter des charts, des lignes de tendance, des supports, des résistances. Parfois, ça ne sert à rien parce que
le volume sous-jacent est tel que chaque support intermédiaire ne sert plus à rien, ne donne aucune valeur. Ce sont les zones de congestion qui vont importer. Et ces zones de congestion, très souvent, vont coïncider à des zones de valorisation relative extrêmes, sur lesquelles on a envie de vendre parce que c'est trop cher, ou on a envie d'acheter parce qu'on les juge pas cher. C'est là où la liquidité se fait. C'est là où les vendeurs et les acheteurs vont s'affronter. Et le vainqueur va définir le sens de la tendance ultérieurement. Quand il y a de la volatilité dans les marchés et qu'il n'y a pas de liquidité, les jaunes, les tendances, les trendlines ne servent plus à rien. Ce qui importe, c'est vraiment de définir là où il y a eu des amas, des zones de congestion, c'est comme ça que ça s'appelle, là où la liquidité a été la plus grande, a été maximum. Et c'est là où souvent les intervenants de marché institutionnels vont essayer de réaliser la plupart de leurs ordres. Et en tout cas, c'est là où les tendances vont se former. Donc effectivement, encore une fois, pour un trader particulier, il est extrêmement compliqué, si on n'a pas conscience de qui fait le marché et pourquoi, d'essayer d'appliquer un système de trading basé uniquement sur l'analyse technique. Encore une fois, il faut comprendre dans quel environnement vous évoluez. Est-ce que le marché est volatile? Est-ce qu'il y a une tendance? C'est-à-dire, est-ce qu'il est momentum? Est-ce que c'est un marché qui évolue avec beaucoup de liquidité ou pas? Pour essayer d'anticiper les mouvements futurs. Comprenez le marché dans lequel vous êtes afin de définir votre stratégie technique adéquate. Si vous êtes en aveugle, votre stratégie ne fera que vous sortir du marché, où vous ne saurez pas pourquoi vous gagnez de l'argent ou pourquoi vous perdez de l'argent. Le but dans le trading, c'est de savoir ce qui est pressé par le marché à tout instant pour choisir la meilleure technique et être le plus réactif possible. Et ça dépend de votre analyse fondamentale, de votre analyse macroéconomique. Vous devez avoir une idée de la valorisation implicite du marché avant de vous jeter dans la gueule du loup. Et en ce sens, je rejoins l'analyse de David Paul. Un stop loss doit être placé là où il doit être placé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que placer un stop loss trop serré a souvent aucun sens. Vous allez vous faire sortir systématiquement du marché. Un stop loss serré, ça veut dire que votre point d'entrée n'est pas bon. Vous avez été soit impatient, soit votre analyse a été mauvaise, soit vous n'avez pas compris dans quelle dynamique le marché se situe. Votre position doit respirer. Vous ne pouvez pas, au moindre soubresaut, à moindre volatilité de marché, vous faire sortir de votre idée. Vous devez à tout moment savoir que votre idée peut être bonne et la laisser respirer, lui donner sa chance. Votre stop loss doit donc prendre en compte les conditions de marché. Donc la leçon est simple. Ne placez pas votre niveau de stop loss là où vous êtes confortable avec votre risque, mais là où votre idée, votre scénario, votre cas d'investissement est invalidé. Et surtout, c'est de là que va découler la taille de votre investissement. Votre stop loss doit être défini là, à un niveau qui invalide votre scénario et dont vous calculerez la taille de votre investissement en fonction du niveau de ce stop loss là, et pas l'inverse. Et encore moins pour réduire le risque en euros. Je m'explique plus concrètement. Ne définissez pas un stop loss sur une partie de capital que vous êtes prêt à perdre sur un trade, mais vous devez le définir à un niveau qui va invalider votre scénario, votre idée d'investissement. Et vous définirez donc la taille, donc le capital maximal que vous allez engager sur ce trade en fonction de ce niveau-là. Et pour revenir à plusieurs vidéos que j'ai faites, vous devez définir en amont votre perte maximale par trade. Et cette perte maximale par trade dépend de votre niveau de stop loss. Et ce niveau de stop loss là doit être défini sur un critère objectif d'invalidité de votre position, donc d'invalidité de votre scénario d'investissement. Maintenant qu'on a vu les deux premières vidéos, l'avis de Paul et de Corvin, je vais vous donner mon avis et surtout comment moi j'utilise l'analyse technique. De peur de me répéter, je suis un expert de l'analyse technique. Je l'utilise quasiment quotidiennement pour valider ou invalider beaucoup de choses. Parce que je considère que dans les prix, il y a énormément d'informations. Et des informations auxquelles on n'a pas nécessairement accès, auxquelles on n'aura jamais accès. En revanche, l'analyse technique seule en tant que telle est un gros danger, un gros risque, qu'un trader particulier ne peut pas maîtriser. Tout simplement parce qu'un trader systématique qui ne fait que de l'analyse technique, c'est possible, mais il va cumuler énormément de stratégies et de techniques complètement différentes. Ça demande des capacités mathématiques d'exécution auxquelles vous n'aurez jamais accès. Ça demande des capacités d'intervention en temps réel extrêmement efficaces. Ça demande également d'avoir des coûts de transaction extrêmement faibles. Donc ça demande d'avoir une efficience organisationnelle auquel un trader particulier ne peut pas avoir accès. Aussi, et c'est ce que je pense, il est quand même dommage de faire du trading sans comprendre la macroéconomie, sans comprendre le monde dans lequel vous évoluez. L'analyse technique, moi je m'en sers tous les jours pour définir mes points d'entrée, mes points de sortie, définir mes trading maps et donc à la fin mon risk reward. Combien je peux gagner, combien je peux perdre. Ce trading map là, ce risk reward là, doit être mis en relation avec un prix, c'est-à-dire une valorisation relative. Cette valorisation relative doit correspondre
quelque part à mon take profit ou à mon stop loss. Parce que si je commence à investir sur le prix du pétrole, c'est que je pense qu'il va y avoir plus de demandes de pétrole, de produits raffinés à la fin. Donc ça veut dire que je pense qu'il va y avoir une plus grosse croissance économique qu'attendue. Et donc ça veut probablement dire que je pense que la Fed va très probablement abaisser ses taux, ou en tout cas aura une politique de taux favorable qui va favoriser l'investissement. Ces investissements-là vont profiter aux matières premières, puisque les entreprises vont acheter des matières premières pour fabriquer des matériaux, des produits qui seront achetés par les consommateurs. À côté de ça, je pense que les consommateurs, eux, auront plus d'argent à dépenser dans leur vie courante parce qu'il y aura une politique fiscale plus accommodante. Ils paieront moins d'impôts, ce qui ne va jamais arriver en France, excusez-moi de cette parenthèse, mais qui en tout cas leur permettront d'avoir un pouvoir d'achat plus important, ce qui va entretenir encore plus une croissance. Donc si on ne comprend pas la politique monétaire, on ne comprend pas une politique fiscale d'un pays, du monde, où est-ce que sont produits les biens de consommation, est-ce qu'on a des gains de productivité, toutes ces choses-là, on ne peut pas savoir si le consommateur final aura plus de pouvoir d'achat ou pas, ce qui entretiendra à terme la croissance. Il est impératif pour moi d'avoir ces schémas économiques en tête et bien compris, et de comprendre dans quel cycle économique on se situe pour sélectionner sa méthode de trading. Et c'est en ça que l'analyse technique doit relier l'analyse fondamentale. Vous allez choisir la meilleure technique la meilleure technique d'intervention basée sur l'analyse technique en fonction du scénario macroéconomique dans lequel on se situe. Si on pense qu'on est au début d'une baisse des taux d'intérêt, d'un cycle de baisse des taux d'intérêt, alors on est très probablement au début d'une tendance haussière sur tous les actifs de croissance. Ce qu'on appelle risk-on, risk-off. On va emprunter de l'argent pour acheter de l'argent, pour acheter des marchés financiers, pour acheter des actifs risqués. Plus on a accès à de l'argent pas cher, et plus on va emprunter de l'argent pour acheter des actions, acheter des bitcoins, acheter des matières premières. Parce que ça coûte pas cher de prendre du risque, tout simplement. Donc vous devez impérativement avoir ces scénarios en tête. Je vous explique, je vais vous donner un excellent exemple qui a eu lieu en 2022. En 2022, il y a un mec qui est venu dans mon salon, il m'a dit « il faut que tu achètes des crypto-monnaies, des NFT et des bitcoins ». Je lui ai dit « ah bon, mais pourquoi ?» Je lui ai dit « parce que ça monte, mon analyse technique montre que ça monte, regarde, le gars me montre des chartes. » Ouais, bon, il avait l'air de savoir de quoi il parlait. Et là, j'ai eu une question, je lui ai posé une seule question. « Mais tu sais qu'en fait, les taux d'intérêt sont à zéro. Il va se passer quoi sur ton Bitcoin, qui était aux alentours de 60 000 ? Qu'est-ce qui va se passer sur ton Bitcoin quand la Fed va monter ses taux ?» La réponse du gars qui se disait expert en crypto-monnaie et en Bitcoin a été assez édifiante. Il m'a dit « il n'y a strictement aucune relation entre le Bitcoin et les taux d'intérêt. » Et là, je lui ai offert un café, on a parlé du week-end qu'on avait passé parce que j'ai compris qu'il ne savait pas de quoi il parlait. Tout simplement, une personne qui ne comprend pas les mécanismes macroéconomiques entre taux d'intérêt, emprunt, investissement, valorisation des actifs risqués ne peut pas faire de trading. Effectivement, la Russie a envahi l'Ukraine, les taux d'intérêt ont monté suite à l'inflation des prix des matières premières, le Bitcoin et tous les actifs risqués se sont effondrés. Non pas parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine, pas du tout, parce qu'il y avait des anticipations d'inflation et donc face à ces anticipations d'inflation, les banques centrales ont monté les taux d'intérêt. Parce que le but et le mandat d'une banque centrale est double, c'est maintenir les prix, donc garder l'inflation sous contrôle, et de maintenir un marché de l'emploi dynamique. Ils ont deux indicateurs. Si on a de l'inflation, ils montent les taux. S'ils montent les taux, les actifs risqués, la valorisation des actifs risqués va baisser tout simplement parce que les gens qui ont emprunté de l'argent voient leur coût augmenter et donc ils vendent. Voilà, le risque n'est plus payé par le frais. L'espérance de gain n'est plus payée par le risque qu'ils vont prendre. Et donc, tous les actifs risqués baissent. Ces mécanismes-là, si vous ne les comprenez pas, l'analyse technique devient un petit peu superflue parce que vous n'allez pas employer les bonnes méthodes au bon moment. Vous ne saurez pas pourquoi vous allez gagner de l'argent ou pourquoi vous allez en perdre. Et c'est ça l'essentiel des marchés. Vous devez savoir pourquoi vous gagnez ou pourquoi vous perdez pour améliorer vos process en permanence, améliorer vos systèmes d'information et améliorer vos systèmes d'analyse. L'analyse technique est un outil très performant, je l'utilise. Il n'est pas en tant que tel le seul que vous devez utiliser. Parce qu'il peut vous amener dans le mur, il peut vous donner des faux signaux parce que les conditions de marché ne sont pas les bonnes à ce moment-là. Et pour rester dans le sujet, et pour essayer de comprendre les stratégies de hedge fund qui sont les stratégies qui nous intéressent le plus, parce qu'un hedge fund, je vous le rappelle, cherche une performance absolue, quelles que soient les conditions de marché,
le sens du marché, qui est notre cas. On veut gagner de l'argent, que ça monte ou que ça baisse ou qu'il ne se fasse rien. On cherche les meilleures techniques à ce moment-là. Est-ce que les hedge funds utilisent l'analyse technique pour prendre leurs décisions? La réponse est oui et non. Ce que je pense réellement, c'est que l'analyse technique est nécessaire, mais pas suffisante. Un hedge fund va regarder avant chaque prise de décision l'analyse technique. La source de son idée, de son investissement, ne viendra pas spécifiquement de l'analyse technique. Elle viendra de son analyse macroéconomique ou microéconomique. Globalement, le hedge fund va avoir une investment case d'acheter le stock 600 par exemple ou l'Eurostock 50 parce qu'il pense qu'on est dans une période de baisse des taux, pense que l'Eurostock 50 est sous-valorisé ou que ses composantes devraient se revaloriser parce qu'il y a un gros trend d'investissement dans ces secteurs-là, par exemple. Ou on pense que les investissements dans l'intelligence artificielle ne sont qu'à leur début et que cette tendance-là va continuer. Peu importe la raison, au départ, un hedge fund va avoir une vue fondamentale, macroéconomique, sectorielle ou microéconomique. Ensuite, le hedge fund va regarder l'analyse technique. Pour savoir quel est son risque. Est-ce que le marché a déjà pricé son idée? S'il arrive trop tard, ça sera le dernier acheteur, il ne va pas vouloir ça. Et donc, il va essayer de travailler son timing. Si l'idée est déjà jouée, il va passer à une autre idée, il ne va pas la faire. Et c'est là où il ne faut pas être impatient ou excité sur une idée. Il faut tout simplement se dire, c'est trop tard. Je suis arrivé trop tard, le train est déjà passé. L'analyse technique va nous donner le sens du marché. Est-ce qu'on est dans la bonne tendance ou pas? Il y a une maxime dans le trading qui dit « The trend is your friend ». C'est très simple. Si vous avez une position et que tous les jours elle gagne un peu, c'est que vous êtes dans le bon sens. Si tous les jours elle perd un petit peu, c'est que vous n'êtes pas dans le bon sens, vous êtes dans le mauvais sens. The trend is your friend. Pour parler plus crûment, quand on pisse contre le vent, on se mouille les pompes. C'est exactement ça le trading. Vous avez une idée, vous la mettez, vous pensez que tous les indicateurs sont ouverts. Si elle ne marche pas, c'est que vous n'êtes pas dans le bon sens, vous n'êtes pas dans la bonne tendance. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. L'analyse technique va vous permettre de valider ou d'invalider votre scénario. Ça va vous permettre de rentrer au bon moment ou au mauvais moment. Elle va vous permettre de trouver les poches de liquidité dans le marché. Donc oui, l'analyse technique est extrêmement efficace, est un outil nécessaire, mais n'est pas suffisant. Parce que si vous ne faites que de l'analyse technique, vous n'aurez peut-être pas la bonne méthode au bon moment. Et donc, vous perdrez structurellement de l'argent. Alors que si vous avez une bonne analyse fondamentale, une bonne compréhension des marchés, vous allez utiliser les bonnes techniques au bon moment. Et c'est là où on rejoint analyse macroéconomique et analyse technique. Les deux se nourrissent l'une de l'autre. Mais sans analyse macroéconomique, vous ne comprendrez jamais les conditions de marché dans lesquelles vous évoluez. Vous serez juste spectateur et vous les subirez. Il ne faut pas les subir. Bien au contraire, il faut en profiter. Il faut se mettre dans la tendance au meilleur moment, le plus tôt possible, et tirer le plus grand parti de cette tendance-là. C'est ça votre but en tant que trader. C'est pas de réinventer la roue, c'est de comprendre le marché, comprendre qu'est-ce qui est pricé par le marché à tout instant pour tirer profit des tendances qui sont en train de se former sur toutes les classes d'actifs que vous allez suivre. Et c'est ça le but du trading. Et c'est là où on fait la relation entre analyse technique, analyse fondamentale et analyse macroéconomique. Maintenant, on va passer à la partie 4 de cette vidéo. On va parler du péril des stops serrés. Et pour ce faire, on va étudier ensemble une vidéo d'André, Senior Portfolio Manager à la Citizen Business Bank. Son avertissement sur la gestion des risques est extrêmement simple. Les stops serrés sont la raison numéro 1 des pertes des traders, même quand ils ont raison sur la direction des marchés. Tout simplement parce que les marchés évoluent souvent à l'inverse de votre idée et fait la chasse régulièrement au stop lacé, avant même de partir dans le bon sens. Pourquoi? Parce que le marché sait pertinemment où sont les stops du retail. Le marché va toujours vous pousser dans vos retranchements. C'est ce qui fait que, avant qu'un trade évolue dans votre sens, il va d'abord évoluer bien souvent en sens opposé avant de partir dans la tendance de fond. Et ça, simplement pour vous faire sortir. Et parfois, les niveaux de volatilité des marchés ne sont pas les mêmes. Il faut les prendre en compte quand on place son niveau de stop loss. Un marché sans volatilité, le stop loss peut être un peu plus serré que dans un marché plus volatile. Pareillement, un marché marqué par des périodes de faible liquidité va venir taper vos stop loss bien plus souvent qu'un marché où il y a plus de liquidité. Ce sont des choses que vous devez prendre en compte avant de placer un stop loss. Mais j'en dis pas plus maintenant, découvrons ensemble cette vidéo extrêmement intéressante. I am going to be a huge contrarian to everybody else who said, be careful, be careful, be careful, have tight stop losses, tight stop. The tight stop losses, I am certain, is the main reason why most traders don't make money. Because before a trade moves your way, it usually moves the opposite way because the people in the market they have to make money from you and they know they're going to close you out because most of you have tight stop losses, so you never get to make money. I'd say if you're confident about a trade, don't have tight stop losses. Have a big
big gap between your stop losses. So if it goes down and it backs up to where you want, you're still in the trade and you're not taken out. I would say stop losses is the main reason why most traders don't make money, even when they get it right. When they know the direction is right and they still get taken out, it's because of your stop losses. I say, don't listen to anyone who says have really tight stop losses. If you are confident, don't have tight stop losses. You will lose money even if you are right in guessing the direction. Are they ever a good idea? They're good ideas sometimes, but then I would say if you're not sure about your trade, then don't do it. Don't do it. It's a good idea if you have a huge position that, you know, over the weekend or whatever, some massive political event is going to happen, and by the time you can catch up with it, it's too late, you wiped out. So in that case, it's good to have a stop loss. But still, I would say don't have your stop losses too tight if you can help it. You know, if you have to judge where you are, what time of year you are, what's going on geopolitically, whether it's safe generally to keep your position open without a tight stop loss. Stop losses, I would say, if there is a research done, that people would find is the main reason why when they guess the market direction right, they never made money, because they get taken out. And the people who run the markets, they know their game. They know if they go down, before they go up, they're taking you out. Maintenant, je vais vous donner ma conclusion sur ce que l'on vient de voir. Je suis en accord total avec la philosophie long terme de ce gestionnaire de portefeuille. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si votre thèse fondamentale, si votre cas d'investissement est solide, alors ça ne sert à rien de mettre un stop loss trop serré. Ce qui compte avant tout, c'est que si votre stop loss est touché, cela ne doit pas vous envoyer dans le mur. Donc ce qui compte avant tout, c'est la véracité de votre idée. Cette idée-là doit s'épanouir, elle doit être capable de souffler, elle doit être capable de supporter un choc contradictoire au sens que vous avez pris. Donc votre stop loss doit être mis en adéquation, c'est-à-dire qu'il doit être mis juste au niveau qui invalide votre scénario fondamental sous-jacent qui soutient votre thèse d'investissement. Donc ce stop loss-là ne doit pas être mis de façon trop proche. On rentre en position que lorsque l'on est certain de son cas d'investissement. Toutes les cases doivent être cochées, sinon on n'investit pas. Cela veut dire, et se traduit d'un point de vue du stop loss, que si vous mettez un stop loss trop serré, ça veut dire que votre analyse macroéconomique est mauvaise, vous n'êtes pas confortable avec elle, voire même totalement inexistante. Si vous êtes confiant sur votre cas d'investissement, alors votre stop loss peut être passé un petit peu plus bas. Vous définirez la taille de votre position en adéquation de ce stop loss-là. Mais ce stop loss-là doit être pris sur des critères objectifs qui invalident votre scénario et non pas sur un niveau de peur. Encore une fois, l'analyse technique est un outil d'exécution et de validation ou d'invalidation. Il doit déterminer le quand et le où de votre stratégie. Et ça, pour optimiser le prix et le risk-reward d'une décision qui a été prise sur des inputs fondamentaux et macroéconomiques. Ok, maintenant on arrive à la conclusion de cette vidéo. Il y a énormément à dire sur l'utilité et l'utilisation de l'analyse technique en tant que telle. Vous avez compris, pour moi, l'analyse technique est un outil nécessaire, mais pas suffisant. Si vous ne remettez pas dans un contexte précis l'analyse technique, vous choisirez probablement la mauvaise méthode d'intervention. Vous mettrez des stop loss qui sont mal calibrés. Vous n'aurez pas la bonne technique. Vous ferez sortir du marché constamment. Vous raterez l'utilisation des tendances. La réalité, elle est très simple, elle est très claire. Faites un chart heure par heure sur un actif donné. Prenez le même actif, faites un chart sur une base daily. Prenez le même actif, faites une analyse graphique sur une base hebdomadaire, puis mensuelle, puis quarterly, puis annuelle. Prenez des signaux de tendance, prenez des oscillateurs. Prenez tout ça, vous allez voir que vous allez avoir énormément d'indications différentes et contradictoires. Alors comment vous allez faire? Votre analyse macroéconomique va déterminer dans quel trade vous voulez rentrer, va déterminer les conditions de marché dans lesquelles vous évoluez. Et ça, en fonction de quel trade, est-ce que c'est un trade sur du long terme, du moyen terme, parce que vous avez un thème d'investissement qui est basé sur une politique monétaire accommodante, restrictive, une politique fiscale qui va favoriser la baisse d'impôts, donc la consommation. Ce ne sont pas les mêmes sous-jacents sur lesquels vous allez investir. Et en fonction de qui est dans le marché, qu'est-ce qui est déjà pricé dans le marché, vous n'utiliserez pas les mêmes techniques d'analyse technique
pour intervenir. Et c'est en ça où on relie l'analyse technique avec l'analyse macroéconomique. La macroéconomie va vous donner votre thème d'investissement, va vous donner une loupe sur quoi regarder pour investir. Et surtout, va vous donner également quelles techniques ont les plus de chances de fonctionner dans ces conditions de marché-là, parce que vous allez analyser les conditions de marché au vu de leur valorisation relative, donc au vu, au prisme de l'analyse macroéconomique. C'est en ça que c'est hyper important et que c'est essentiel de coupler les deux. L'analyse technique en tant que telle, je dirais que c'est possible, mais c'est truffé de pièges. Si vous la comprenez avec un angle d'analyse macroéconomique, alors vous ferez beaucoup moins d'erreurs, vous interviendrez avec les bonnes techniques d'intervention et au bon moment, parce que vous comprendrez qu'est-ce qui est pricé par le marché. Sachez aussi une chose, c'est que l'analyse technique, c'est un domaine extrêmement vaste. Vous avez l'analyse technique discrétionnaire, l'analyse technique systématique, vous avez l'analyse technique de court terme, l'analyse technique de long terme, vous avez l'analyse technique de momentum, vous avez les oscillateurs, vous avez les retours à la moyenne, c'est extrêmement large. Maîtriser l'analyse technique est essentiel dans les marchés financiers, mais n'est pas suffisant. Maintenant que vous savez tout ça, je vous encourage à cesser d'utiliser l'analyse technique comme une boule de cristal, mais au contraire de l'utiliser à bon escient, afin d'augmenter votre pourcentage de trades gagnants versus trades perdants, et d'optimiser chacun des trades que vous allez prendre en considération, que vous allez implémenter dans votre propre portefeuille. C'est la seule manière de vous protéger des pièges à liquidité et d'aligner votre trading sur une approche beaucoup plus institutionnelle et professionnelle. De ce fait, vous allez arrêter de tomber dans les pièges qui sont vendus sur Internet par tous les brokers de ce monde. L'analyse technique va vous favoriser en temps normal le nombre de trades que vous allez faire, le nombre d'opérations que vous allez générer. Alors que, en fait, ce que vous voulez faire à la fin d'année, c'est maximiser votre capital. C'est pas parce que vous allez traiter plus que vous allez gagner plus. C'est parce que vous allez traiter mieux sur des bonnes bases, dans la compréhension des marchés qui vous entourent.